Bonsoir à tous. Soir d'info en seconde partie qui reçoit M. Mamadou Thior. Il est le président du CORED. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Binta. Je pense que monsieur... Oui, c'est vrai. C'est pas la peine. Oui. C'est juste un glissement. Oui. Nous sommes des confrères. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est tout à l'heure, il y a quelqu'un du nom de Seydina Djibril Anne qui a été arrêté parce qu'il a fait une usurpation d'identité professionnelle. Il a exhibé une carte nationale de presse. Alors la police l'a démasqué et l'a mis aux arrêts. Et il faut saluer Binta, ce travail de la police. Oui. Après avoir salué vos téléspectateurs qui nous regardent, au moins ça dénote du sérieux du travail de la commission en rapport avec les forces de défense et de sécurité. Parce que c'est un processus que nous avons lancé depuis 2 ans maintenant. Et c'est un processus rodé. Il peut y avoir ça et là des impairs. Mais heureusement, c'est tellement bétonné que quand des cas comme ça arrivent, tout de suite, on peut démasquer le faussaire. Et c'est le cas de ce monsieur-là. Il est présentement en garde à vue au commissariat de Golfe, à la police là-bas. Et nous demandons au procureur d'être vraiment, de lui infliger une peine dissuasive parce qu'il a cloné la carte nationale de presse. Ce qui ne se fait pas, c'est une usurpation de profession. Je le dis et je le redis. Nous avons été envahis depuis 2010 par beaucoup de non-professionnels qui ont fini de ternir l'image de la profession. Donc, ces gens-là, qui se le tiennent pour dit, nous allons faire en sorte de les sortir de cette profession-là parce que peut-être parmi eux, il y a quelques à qui on peut tendre la perche parce qu'ils peuvent faire l'objet de série, mais pour la plupart, c'est des gens qui sont venus vraiment pour ternir l'image de la presse dans son ensemble. Et c'est certainement que d'autres vont essayer d'usurper. Oui, mais c'est à partir de la peine qu'on va lui infliger. Parce que lui, il pensait, il a pris une carte de presse, les cartes de presse que nous confectionnons en pensant qu'en le clonant, il peut passer entre les mailles du filet, alors que sa carte a un numéro et que tous les détenteurs de cartes, moi, Mamadou Thior, ma carte de presse, quand vous prenez le numéro, vous appelez tout de suite la commission, ou vous entrez dans le site de la commission de la carte nationale de presse, vous verrez mon nom et vous verrez mes filiations. Parce que la police a appelé la commission. Absolument, la police a fait, vraiment il faut saluer le travail professionnel de la police parce que tout de suite, et c'est ce que nous avons dit d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des cas, et c'est aussi le moment de faire appel à la gendarmerie, parce que c'est tous des forces de défense et de sécurité. Les militaires, partout. Parce que, comme on l'a dit et redit, nous devons être les premiers garants, mais aussi que ça soit au niveau du ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées. Quand nous avons rencontré, il y a une dizaine de jours, notre nouveau ministre de tutelle, Moussa Bocar Thiam, nous avons abordé cette question-là. Il a pris l'engagement séance tenante de s'en ouvrir à ses homologues Antoine Félix Diome, Sidiki Kaba et les autres, pour que l'État vraiment se montre intraitable face à tous ces gens-là qui veulent passer entre les mailles du filet. Absolument. Alors, à ce jour, combien de cartes ont été distribuées? Oui, à ce jour, à peu près 967 cartes, donc près de 1000 cartes. Est-ce que je peux dire seulement ou... Oui, seulement, parce que le processus a été lancé le deadline, c'est le 1er décembre. Oui, le deadline, c'est le 1er décembre et ce sera le 1er décembre. Il n'y aura plus de report. Parce que nous avons eu 2 reports. Donc là, ce sera pour ceux qui... restent comme toi, qui n'ont pas encore cherché leur carte, gare à toi. Parce que il faut le dire aussi, aujourd'hui les ambassades, vous prenez une ambassade comme les États-Unis, pour voyager, ils existent là, cette nouvelle carte de presse. À partir de décembre. Non, ils ont déjà commencé. Moi, il y a eu par exemple des confrères et des consoeurs qui ont été victimes arrivés au niveau de l'ambassade. Ils avaient rendez-vous pour avoir un visa, mais on leur a dit, comme journaliste, amenez-nous la carte nationale de presse. Donc ils ne l'avaient pas. Ils ont dû donc surseoir à ce voyage en attendant qu'on leur confectionne la carte. Donc ça veut dire qu'il y a un sérieux et que tout le monde doit s'y mettre. Donc ne pas dire que oui, c'est juste une carte pour une carte. C'est une carte d'identité journaliste. Avec tous les journalistes qui sont au Sénégal, nous en sommes à 900 moins de 1000. Oui. Quelle explication faut-il en Mais parce que aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de non-professionnels qui sont venus nous envahir. Donc, le dépôt, par exemple, moi, en amont, avec le CORED que je dirige, nous délivrons ce qu'on appelle le cutus du CORED.
cet après-midi, nous en étions à plus de 3000 et quelques de quitus qui ont été délivrés. Mais ça ne veut pas dire forcément, quand on vous délivre le quitus, la commission va vous délivrer une carte. Parce que la commission va étudier la composante du dossier et que si le dossier est une fois validé, il y en a, pour ceux qui sont diplômés, des écoles dûment reconnues par l'État, le CESTI, le lycée, l'ISEC, EGICOM, un peu les quatre grands, tous ces gens-là, c'est automatique parce qu'ils ont des diplômes en bonne et due forme. Que pour les techniciens aussi, quand ils ont un diplôme en bonne et due forme, c'est automatique. Si vous n'êtes pas diplômé maintenant, l'opportunité que nous vous offrons, c'est que si vous avez n'importe quelle licence, c'est-à-dire un bac plus 3, vous devez justifier de 2 ans de stage dans un ou plusieurs médias, c'est-à-dire pendant ces 2 ans-là. Et on fait maintenant ce qu'on appelle la validation des acquis. C'est ça peut-être qui explique ce nombre très faible, parce que vous venez devant la commission qui siège en tant que commission de validation. C'est une sorte d'examen oral. Il jauge vos capacités journalistiques. Si vous arrivez à convaincre la commission, il n'y a pas de problème. On fait un test oral. Oui, c'est un test oral sur les fondamentaux du journalisme. Donc, il y a beaucoup qui sont recalés. C'est peut-être ce qui explique cela, parce que je sais que, de mémoire, il y a au moins 2000 dossiers à ce jour qui ont été reçus par la commission, ou même plus, mais ils n'ont pas encore délivré 1004. Ça veut dire qu'il y a un tri qui est en train de se faire, parce que, bon, la carte, nous la donnons aux vrais ayants droit. Oui. Alors, à partir du mois de décembre, c'est impératif, il faut avoir pour les professionnels de médias la carte nationale de presse. Et pour les stagiaires, comment ça va se passer? Les stagiaires qui n'ont pas encore terminé. Oui, c'est un cas qui se posait à la commission. Ils sont en train de trouver un mécanisme pour gérer cela. Parce que, bon, parce qu'à partir du 2 décembre, quand vous allez sur le terrain, les stagiaires vont fréquemment sur le terrain, on va exiger cette carte-là. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas accéder aux manifestations, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire votre travail. Même les stagiaires peuvent bénéficier de ces cartes? La commission est en train de voir un mécanisme, peut-être pour leur faire des cartes donc ciblées, de sorte que, bon, les stagiaires pourront continuer à faire le travail, parce qu'il ne faut pas aussi les léser. Ils n'ont pas encore le diplôme, mais ils sont donc dans la salle d'attente, et il faut pas vraiment leur rendre la tâche difficile. Et avec tous les sites qui existent, je ne parle pas des sites quand même professionnels, mais tous les autres sites qui existent, comment est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là qui vont aller également en reportage et qui certainement n'auront pas leur carte professionnelle? Oui, le grand problème que nous avons, c'est les sites. Mais les sites, c'est réglé par le code. Et moi, comme je suis en amont du processus, en tant que président du CORED, mais maintes fois, quand vous venez d'un site, je vérifie d'abord si le site est un site professionnel. Parce que le code dit clairement ce qu'est un site professionnel. Il faut que le site ait 3 emplois journalistiques. Et celui qui dirige le site doit être un diplômé journaliste et qui a 10 ans de métier, suivi d'un rédacteur en chef, diplômé lui aussi, qui a 7 ans de métier, et un 3e journaliste, peu importe le nombre d'années. Donc ça, nous l'avons fait pour faire en sorte que, avec 3 journalistes, quand même, c'est un site peut être professionnel. Donc, si un site respecte cela, et rares sont les sites qui respectent cela, dans ce cas, les gens qui y travaillent, s'ils remplissent les conditions pour avoir la carte. Mais il arrive. Et ceux qui ne remplissent pas les conditions, ils n'auront pas la carte. Ce qui veut dire qu'ils ne pourront plus traiter les informations journalistiques. Ils ne pourront plus traiter les informations journalistiques. Et passer le 1er décembre, quand la carte va entrer en vigueur. On va avoir des problèmes parce qu'ils ne vont certainement pas l'accepter. Non, ils vont arrêter. Ils vont arrêter parce que si au 2 décembre, vous n'avez pas la carte, sur le terrain, on vous attrape. Ça, les forces de défense et de sécurité sont averties, clairement, comme ils ont fait avec le monsieur là. On vous considère comme un usurpateur. Et il y a des peines un délit. Il y a des peines qui sont prévues dans le code de la presse. On peut vous envoyer en prison pour ça. Donc que les gens se le tiennent pour dire. Oui, il faut assainir de toute façon. Absolument. Nous sommes dans une phase d'assainissement et nous sommes inflexibles là-dessus. Absolument. Alors le CORED, c'est le tribunal des pairs.
Est-ce que vous avez été saisi pour cette année 2022? Oui, et ce tribunal des pairs, je rends hommage à la défunte Eugénie, qu'il a présidé pendant 2 ans, et nous venons de procéder à son remplacement, Ibrahima Souleymane Ndiaye, un autre doyen de la presse, qu'il a remplacé la semaine dernière. Absolument. Oui, le tribunal travaille, parce que là, depuis leur installation, ils sont à plus de 30 affaires vidées. Et là, il y a en instance, il y a 2 plaintes qui sont en train d'instruire. Donc, nous recevons des plaintes. C'est l'occasion d'ailleurs de dire aux populations qui se plaignent, s'ils ont à réduire sur le travail de la presse, il n'y a pas lieu de s'attaquer physiquement au journal. On a un mécanisme en interne. Vous venez porter plainte au niveau du CORED, à la maison de la presse, le siège est là-bas, et le tribunal... Mais est-ce que le CORED est assez outillé quand même pour sanctionner le journaliste fautif? Absolument, absolument. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, quand un journaliste est sanctionné, nous pouvons aller dans le degré de sanction jusqu'à retirer la carte d'identité journalistique temporairement, c'est-à-dire pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 9 mois, pendant 1 an, ou définitivement, selon la gravité de la faute commise. Donc vous voyez que nous avons les prérogatives de ce côté-là. Donc quand les gens disent que oui, nous prenons des sanctions peut-être ouya, c'est pas vrai. Nous prenons des sanctions qui s'appliquent, et ça c'est le code qui nous donne ces prérogatives-là. Alors aujourd'hui, nous savons également que vous êtes un expert en relation en questions internationales. On a vu la situation au Tchad, il y a eu plus de 50 morts, des manifestations à l'appel de l'opposition tchadienne. Quelle est votre lecture sur la situation qui prévaut quand même au Tchad? C'est très regrettable, et nous déplorons la mort d'un des nôtres, un journaliste formé à bonne école, dans l'école de formation de l'ESC Lille, en France, vraiment qui faisait son travail, qui a été abattu. 50 morts, même un mort, c'est trop pour des manifestations. Je pense que le fils de Déby doit savoir raison garder, parce que là, les gens le caressent trop dans le sens du poil, et que bon, récemment, on a prolonger la transition de 2 ans, ça ne va pas dans la bonne direction, parce qu'ailleurs, les gens exigent, par exemple au Mali, que les gens s'en tiennent aux 2 ans. Pourquoi on laisse le fils de Déby? Il y avait la réconciliation nationale. Oui, il y a un dialogue, mais tout le monde n'y a pas pris part. Par exemple, Succès Masra, qui est un peu le Ousmane Sonko entre guillemets du Tchad. Oui, Succès Masra, il donne du fils à retordre au président tchadien, mais ça ne peut pas expliquer dans le cadre de Wakil Tama. C'est un peu le front de l'opposition qui donne du fil à retordre au président en place, donc Mamad Déby. Donc, mais ça ne peut pas expliquer qu'on puisse tirer à balles réelles jusqu'à tuer 50 personnes, des Tchadiens comme vous. Ça, rien ne peut l'expliquer. Je pense que le maintien de l'ordre, c'est une technique. Il faut laisser ça aux vrais policiers et aux vrais gendarmes. Parce que si les militaires s'y mêlent, eux, c'est à balles réelles qui tirent, et c'est ce qui est arrivé. Mais à quoi faudrait-il s'attendre dans les prochains jours au Tchad? C'est parti pour une instabilité oui, mais là, il faut que les gens s'impliquent, à commencer par le président de l'UA, le président Macky Sall. Je pense que en venant, j'ai vu le tweet du président de la commission, qui est un Tchadien, Moussa Faki Mahamat, qui a vraiment dénoncé l'usage excessif de la force létale. Donc même les partenaires du Tchad, comme la France, ont déploré cela, mais il faut aller au-delà. Je pense qu'il faut que l'Union africaine s'implique. Il faut que aussi l'équivalent de la CEDEAO, la CEAC, en Afrique centrale, s'implique pour ramener le calme. Parce qu'entre l'opposition incarnée par Succès Masra et Déby, désormais après cet incident-là, les gens vont se regarder en chien de faïence, et c'est pas bon pour une transition qui doit encore durer 2 ans. Et quand on voit qu'on a nommé un nouveau Premier ministre qui est un vieux routier de l'opposition, donc moi je pensais que peut-être avec son expérience, surtout dans l'opposition, des choses comme ça ne pouvaient pas arriver. Mais que voulez-vous, quand on est dans un régime fortement militarisé, bon, ça peut déraper à tout moment. Alors que l'Afrique quand même fait face au terrorisme, on est en train de regarder presque vraiment
au Mali ce qui se passe, en Guinée, au Burkina Faso, au Niger, la situation quand même elle est inquiétante. Non, c'est une poudrière, Binta, c'est une poudrière et nous devons toucher du bois, du doigt ici au Sénégal, parce que nous sommes épargnés et nous prions que ça dure. Mais quand on regarde nos voisins maliens, les Burkinabés et même maintenant au Bénin, ils sont tous ces pays-là, même au Togo. Donc ça veut dire que moi je pense qu'il faut que la solidarité soit plus agissante entre armées africaines. Parce que bon, je pense qu'il y a des soldats, par exemple, sénégalais au Mali, mais je pense qu'au sein de la CEDEAO, les 15 pays, parce que la Mauritanie n'en fait pas partie, mais la Mauritanie peut aussi se joindre à l'effort de guerre. Mais on doit pouvoir mutualiser nos forces armées, mais pour combattre cet ennemi-là. Parce que c'est un ennemi tentaculaire et que bon, c'est un ennemi qui arrive à endoctriner des jeunes, parce que quand les jeunes sont oisifs, mais bon, ils peuvent facilement être endoctrinés. Mais il va falloir qu'il y ait déjà des bombes. Il va falloir qu'il y ait déjà la paix au sein des États. On a vu que pratiquement il n'y a plus ce calme, il n'y a plus cette paix au sein des États. Mais parce que les terroristes ont fini de mailler beaucoup de pays de la sous-région. Ils ont arrivé à convaincre beaucoup de jeunes à les rejoindre. Je parle de l'instabilité politique déjà qu'il y a dans certains pays. Comment est-ce qu'il va falloir gérer cette situation d'abord? Oui, ça aussi je pense que... Avant de vouloir faire face au terrorisme. Oui, ça aussi je pense qu'il y a des efforts à faire, parce que quand on voit, même on parle du Tchad, mais il y a eu des échauffourées en Guinée. On ne sait pas encore combien de morts il y a eu. Et là aussi, c'est parce que la jeune qui avait suscité beaucoup d'espoir commence à dévier de son chemin et qui veut faire une transition de 3 ans, qui est beaucoup trop quand même pour aux yeux de la communauté internationale. Et ça aussi, cette instabilité-là n'augure rien de bon. Et il faut pas... Au Mali également. Oui, il ne faut pas... Le Mali, qui a donc rompu les amarres avec la France pour donc aller avec la Russie. Donc c'est autant... Ne s'entend pas avec la Côte d'Ivoire aussi. Oui. Et l'histoire des 46 soldats, je pense que... l'autre jour, j'ai écouté Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères. Peut-être que ça va se décanter, mais bon, du côté du Mali, c'est eux qui ont le tempo. Il faut qu'Alassane Ouattara accepte de livrer non, pas de livrer les autres, parce que je pense qu'il a été clair là-dessus, mais accepte de faire profil bas, parce que le médiateur, le président Togo de Fornia Simbe, est en train de se démener comme un beau diable. Et on a vu l'autre jour, je le disais dans un de mes postes, un défilé des présidents anglophones, Nana Akufo-Addo du Ghana, notre ami Adama Barrow de la Gambie, et le président... Ils sont rentrés presque bredouilles. Voilà, et l'autre président. Donc il y avait 3 présidents qui sont venus donc voir Assimi Goïta. Qu'est-ce qu'il était allé faire là-bas? Est-ce que bon, on avait même annoncé le président l'arrivée du président sénégalais, le président de l'Union africaine. Oui, au sortir du sommet extraordinaire de New York, il était annoncé. Pourquoi il n'y est pas allé? Certainement, peut-être qu'il y a eu des chamboulements de dernière minute, et que bon, ils ont voulu mettre en avant les présidents anglophones, parce que, il faut le dire, souvent les anglophones sont beaucoup plus pragmatiques pour nous que nous les francophones, parce que nous sommes dans trop de détails qui nous retardent. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas eu de résultats escomptés, les anglophones qui étaient à Bamako? Pour l'instant, les lignes bougent, mais bon, c'est... Est-ce que finalement, entre Goïta et Ouattara, ce n'est pas une affaire crypto-personnelle qu'ils sont en train de... Oui, ils en veulent à Ouattara par rapport à sa posture lors de l'embargo. Parce qu'ils estiment que si l'embargo y a eu, c'est Ouattara qui tirait les ficelles. Donc, quelque part, ils sont en train peut-être de lui rendre un peu la monnaie de sa pièce. C'est ce qui explique un peu ce mano à mano sur l'histoire de ces 46 soldats ivoiriens. Parce que pour Bamako, c'est des mercenaires. Ils ont même dit, vrai ou faux, que ce n'est pas que des Ivoiriens, il y a d'autres nationalités. Et bon, ils les considèrent comme des mercenaires. Et bon,
wait and see, mais je pense que bon, Bamako, c'est à son rythme qui veut régler le problème et pas sous la pression. Alors, on a appris hier que Abdoulaye Wade et Abdou Diouf se sont passés un coup de fil. Il y a eu quand même de l'émotion et ce sont de grands amis qui ont décidé maintenant de s'appeler de temps en temps. Mais au-delà de tout cela, que faut-il retenir de cet appel entre Wade et appel téléphonique entre Wade et Diouf? Mais Binta, je pense qu'en 2000, nous étions des jeunes reporters. Nous avons couvert l'élection. 20 ans après la première alternance, ils viennent de s'appeler. Si c'est plus de 20 ans après qu'ils se retrouvent, moi je me dis que quand même ça a pris du temps. Absolument. Parce que au début des années 2000, nous étions à Walf pour couvrir cette élection présidentielle qui a... nous venions de démarrer. Voilà, donc... et on se rappelle un peu ce gentleman agreement quand Wade a gagné et a envoyé Diouf le représenter au Caire, en sommet, et que Wade est allé voir la maman de Abdou Diouf. Bon, il devait continuer un peu sur ce tempo-là, mais vous savez, bon, souvent, quand un nouveau régime arrive, il y a un peu les courtisans qui essaient de mettre à mal les relations entre Wade et Diouf alors, mais je pense que c'est peut-être Diouf qui devait faire le premier pas, parce que entre eux, c'est vraiment des gentlemen. Diouf l'a mis maintes fois en prison, mais à y regarder de près, à chaque fois, il n'a jamais empêché Abdoulaye de participer à une élection présidentielle. Et ça, je pense que c'est à l'honneur d'Abdou Diouf, parce que c'était un adversaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons politiques derrière? Aujourd'hui, on a vu que quelques observateurs ont dit que peut-être que c'est pour demander à Macky Sall de ne pas se représenter. Ça peut aller dans le... Moi, je pense que si ça produit des résultats probants, c'est peut-être dans le sens... C'est les deux anciens présidents en vie. Je pense que l'image qui serait belle à voir, c'est de les voir aller tous ensemble avec Macky Sall au palais. Cette photo-là, c'est pour l'histoire. Je pense que si le président Macky peut-être nous regarde, c'est quelque chose qui serait formidable. Parce que vous voyez à la Maison Blanche... qu'il avait promis de rendre visite à Abdoulaye Wade. Oui, mais Abdoulaye Wade est allé rendre visite à Macky. Oui, c'est Macky aussi, il doit une visite. Qui doit aller. Mais je pense que tous les trois rassemblés, comme ça se fait aux États-Unis. Quand il y a une question fondamentale, vous voyez à la Maison Blanche, Barack Obama vient voir Joe Biden, tous les présidents en vie viennent et ils prennent une photo magnifique, parce que ça aussi, ça permet de décrisper peut-être la tension politique. Moi, je me dis, par exemple, aujourd'hui, s'ils se rencontrent à Troyes au palais, c'est des gens qui peuvent donner de très bons conseils à l'actuel locataire du palais. Donc, peut-être pour mieux décrisper l'atmosphère politique qui commence déjà à se tendre vers la présidentielle de 2024 avec cette tournée que Ousmane Sonko est en train de faire. Et quelle est votre lecture justement sur ce qui s'est passé dans le département de Mbour avec l'affaire Ousmane Sonko? Oui, je pense qu'hormis les échauffourées de Joal, tout se passe bien. Même si on voit une forte présence de la gendarmerie partout où il est, je pense que ça même... ils auraient pu se passer de ça. C'est un acteur politique, comme on le dit, tout le monde le dit. Il sait très bien que ce qui a réussi à Macky Sall peut lui réussir. Parce que Macky Sall a fait le tour du Sénégal en 2009, 2010, 2011 pour avoir le résultat qu'il a. Il se dit, on ne réinvente pas la roue. Je fais la même chose. Parce que bon, il a fait un diagnostic des résultats des dernières élections législatives et à y regarder de très près, les grands centres urbains sont du côté de Yewwi Askan Wi, comme on dit. Et aujourd'hui, la bataille, c'est aller dans le monde rural pour porter l'estocade au régime en place. Et là quelqu'un comme Ousmane Sonko l'a bien compris. Et je pense que c'est surtout les gens de Benno qui doivent aller. Faire du marquage à la culotte, parce que bon, il est en train de prendre une longueur d'avance, parce qu'une élection, ça ne se gagne pas en 2 mois. Je rappelle, les tournées de Macky Sall, c'était sur 3 ans, parce qu'il faut aller au contact des populations, et c'est comme ça qu'on peut récolter leur voix. Alors aujourd'hui, c'est la dernière question d'ailleurs, quel est le meilleur profil de l'opposition qui devrait pouvoir faire face au candidat de Benno Bokk Yakaar en 2024?
Mais, il y a déjà des candidatures qui déclarées. Il y a Ousmane Sonko, il y a le président Gakou qui a déclaré sa candidature. Et qui est en train de faire une tournée. Absolument, depuis bien avant Sonko d'ailleurs. Qui passe inaperçu, il faut le dire. Oui. Bon, qui travaille de manière discrète. Oui. Donc, mais pour l'opposition, c'est comme en 2000. En 2000, il y avait eu plusieurs candidats et qui ont fait en sorte que le score de Diouf stagne à 41%. Absolument. Parce que ça aussi, en 2012, avec Macky Sall, son élection, c'était la même chose. Il y avait 14 candidats. Parce que s'il y a une dizaine de candidats, parmi lesquels, disons, 5 candidats sérieux, ils peuvent arriver à engranger le maximum pour éroder le suffrage du candidat au pouvoir si c'est... Et l'amener au deuxième tour. Et ça, c'est un ballottage vers un second tour, souvent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Binta. Mamoudou Thior, je ne vous dirai pas monsieur Mamoudou Thior. Mamoudou Thior, président du CORED, et j'attends ma carte de presse prochainement. Mais il faut déposer parce que tu n'as pas encore déposé. Je vais m'y atteler. De toute façon, j'ai réuni tous les documents. Okay. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.